Varginha est une ville tranquille, au cœur du Brésil. Elle est connue pour ses plantations de café et sa vie paisible. Mais en janvier 1996, cette ville ordinaire est devenue le centre d'un mystère extraordinaire. Quelque chose est tombé du ciel. Quelque chose qui ne venait pas de ce monde. Les événements qui ont suivi allaient changer Varginha pour toujours. Ils allaient remettre en question notre compréhension de la réalité. Se pourrait-il que nous ne soyons pas seuls dans l'univers ? Les habitants de Varginha croient détenir la réponse. Leur histoire n'est pas seulement une légende locale, c'est une histoire pour le monde entier. C'est l'histoire d'une rencontre rapprochée que les autorités ont tenté de cacher au public. Cette histoire commence non pas par un grand fracas, mais par une série de murmures étranges et de signes inquiétants. Avant les événements principaux, les habitants de la région ont ressenti une atmosphère étrange. Ils ont vu des lumières inhabituelles dans le ciel. Ils ont entendu des bruits mystérieux la nuit. Des agriculteurs ont rapporté que leurs animaux étaient agités et effrayés. C'était comme si toute la région retenait son souffle, attendant que quelque chose d'incroyable se produise. Qu'est-ce qui pouvait provoquer une telle anxiété généralisée ? S'agissait-il d'une simple hystérie collective ou d'une prémonition ? Le terrain était-il en train d'être préparé pour l'un des événements les plus significatifs de l'histoire moderne ? L'incident qui s'est déroulé à Varginha a été surnommé le Roswell brésilien. Cette comparaison n'est pas faite à la légère. Comme Roswell, elle implique un objet volant non identifié, écrasé. Elle implique la récupération de corps non humains. Et elle implique une opération militaire massive pour dissimuler la vérité. Mais l'affaire Varginha est unique. Il y a eu plusieurs témoins. Ils ont vu les créatures de près. Ils les ont vues vivantes. Ces témoignages offrent une image étrangement cohérente d'êtres qui ne sont pas de la Terre. Est-il possible que ce qui s'est passé à Varginha soit encore plus convaincant que Roswell ? Aujourd'hui, 6 octobre 2025, les questions demeurent. Près de 30 ans se sont écoulés. Mais le mystère est plus profond que jamais. La ville de Varginha a embrassé son histoire étrange. Elle est devenue un point de repère pour ceux qui cherchent la vérité. Mais quelle est cette vérité ? L'armée brésilienne a-t-elle vraiment capturé des êtres extraterrestres ? Et si oui, où sont-ils maintenant ? Les documents officiels disent que rien ne s'est passé, mais les témoins racontent une autre histoire. Une histoire de peur, d'émerveillement et d'un secret si grand qu'il a dû être enterré. Nous devons nous demander, pourquoi tant de gens mentiraient-ils ? La réponse est simple. Ils ne mentent pas. Quelques semaines avant l'incident principal, les cieux au-dessus de l'État de Minas Gerais étaient actifs. Beaucoup de gens ont rapporté avoir vu des lumières étranges. Ce n'étaient pas des avions, ce n'étaient pas des hélicoptères. Elles se déplaçaient d'une manière qui défiait la physique. Elles planaient silencieusement, puis traversèrent le ciel à des vitesses impossibles. Les observations d'OVNI ont augmenté de façon spectaculaire. Les chercheurs locaux en OVNI ont été inondés d'appels de citoyens inquiets. Qu'étaient ces objets ? D'où venaient-ils ? Il semblait que quelque chose approchait, quelque chose cherchait. S'agissait-il d'une mission de reconnaissance par une intelligence extraterrestre ? Les preuves suggèrent que oui. L'atmosphère était lourde d'anticipation et de peur. Les gens se rassemblèrent la nuit, levant les yeux vers les étoiles, espérant voir quelque chose, mais craignant ce qu'ils pourraient retrouver. Des agriculteurs racontèrent des histoires de bourdonnements étranges qui semblèrent venir du sol lui-même. Les animaux devenèrent nerveux et agités sans raison apparente. C'était une période d'incertitude. Le sentiment que quelque chose n'allait pas était partout. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas un phénomène météorologique. C'était autre chose. Se pourrait-il qu'un engin extraterrestre soit en détresse, tournoyant dans la zone avant son inévitable crash ? Les événements qui ont suivi pointent vers cette conclusion. Le 13 janvier 1996, un pilote nommé Carlos de Souza pilotait un petit avion. Il a vu quelque chose qui l'a choqué. C'était un grand objet en forme de cigare. Il avait la taille d'un autobus scolaire. Il perdait de l'altitude et laissait une traînée de fumée. Il a décidé de le suivre. Il a observé l'objet qui semblait s'écraser dans une zone reculée entre deux villes. Quand il s'est rendu sur les lieux plus tard, il a trouvé des débris métalliques étranges. Il a dit que c'était léger, comme du papier d'aluminium, mais quand il le froissait, il retrouvait sa forme originale. Avant qu'il ne puisse enquêter davantage, des véhicules militaires sont arrivés. Des soldats lui ont ordonné de partir immédiatement. Qu'a-t-il vu ? Il a vu l'épave d'un véhicule extraterrestre. Ce n'était pas un événement isolé.
Quelques jours plus tard, un couple conduisant près de Varginha a vu un engin similaire. C'était un objet silencieux, sombre, en forme de sous-marin, de la taille d'un minibus. Il volait très bas et il semblait endommagé. Il se dirigeait lentement vers la ville de Varginha. Ils étaient terrifiés. Ils savaient que ce n'était pas un avion conventionnel. Toutes ces observations, tous ces rapports, ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des pièces d'un puzzle. C'étaient les signes avant-coureurs qu'une technologie non humaine avait échoué. Et ses occupants étaient maintenant bloqués sur notre planète, dans les collines du Brésil. La rencontre était sur le point de commencer. L'après-midi du 20 janvier 1996, 3 jeunes femmes rentraient chez elles. Leurs noms étaient Liliane et Valkyria Silva, et leur amie Katia Andrade. Elles prenaient un raccourci à travers un terrain vague. Soudain, elles s'arrêtèrent. Elles virent quelque chose qui serait gravé dans leur mémoire pour toujours. À environ 7 mètres d'elles, une créature était accroupie près d'un mur. Elle ne ressemblait à rien de ce qu'elles avaient jamais vu. Ce n'était pas un humain. Ce n'était pas un animal. C'était autre chose. Leur première réaction fut une peur pure. Elles étaient paralysées par la vue. C'était le moment où le secret de l'univers se révélait dans un terrain vague poussiéreux de Varginha. Elles décrivirent l'être avec des détails incroyables. Il mesurait environ 1,20 m de haut, avec des membres fins et un corps fragile. Sa peau était brun foncé et huileuse. Elle semblait couverte d'une substance graisseuse. La caractéristique la plus frappante était sa tête. Elle était très grande par rapport à son corps. Elle n'avait pas de cheveux. Elle avait 3 courtes cornes ou protubérances sur le dessus de sa tête. Mais ce sont les yeux qui les terrifièrent vraiment. Ils étaient énormes, rouges et n'avaient pas de pupilles. La créature les regarda, et elles sentirent une vague de tristesse et de peur émaner d'elles. Elles semblaient perdues et effrayées. S'agissait-il d'un survivant du crash? Les filles crièrent et coururent. Elles coururent aussi vite qu'elles purent. Elles rentrèrent chez elles pour raconter à la mère de Liliane et Valkyria ce qu'elles avaient vu. Au début, leur mère ne les crut pas. Elle pensa que c'était une blague. Mais elle vit la terreur sincère dans leurs yeux. Elle retourna sur les lieux avec elle. La créature était partie. Mais une odeur étrange et puissante persistait dans l'air. C'était une odeur fétide, comme l'ammoniac ou le soufre. Sur le sol, elle trouva une étrange empreinte à 3 orteils. C'était une preuve physique. C'était la preuve que ces filles disaient la vérité. Elles avaient vu un extraterrestre. Le témoignage de ces 3 jeunes femmes est le cœur de l'incident de Varginha. Elles n'ont jamais changé leur histoire. Elles ont passé des tests au détecteur de mensonges. Elles ont enduré le ridicule et la pression. Mais elles sont restées fidèles à leur récit. Pourquoi? Parce que c'était la vérité. C'étaient des gens ordinaires qui ont été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Elles n'avaient aucune raison d'inventer une histoire aussi folle. Leur description correspond à d'autres récits d'aliens gris, mais avec des détails uniques. La peau huileuse, les yeux rouges, les 3 cornes. S'agirait-il d'une espèce de visiteur différente ou d'un être génétiquement modifié pour une tâche spécifique? La rencontre avait eu lieu. Le secret était révélé. L'histoire de l'étrange créature ne s'est pas arrêtée avec les 3 jeunes femmes. En fait, leur observation n'était qu'une partie d'un événement bien plus vaste qui se déroulait dans toute la ville. Plus tôt ce même jour, le matin du 20 janvier, le service d'incendie local a reçu d'étranges appels. Des gens signalaient un animal sauvage ou une étrange créature dans le quartier de Jardimandere. C'était la même zone où l'OVNI avait été vu se dirigeant. Un camion de pompiers a été dépêché sur les lieux. Mais ce n'était pas un sauvetage animalier ordinaire. L'armée était déjà là. Ils avaient pris le contrôle de l'opération. Des témoins ont vu les pompiers et les soldats travailler ensemble. Un maçon travaillant sur un chantier de construction voisin a observé toute la scène se dérouler. Il les a vus coincer la créature. Il les a vus jeter un filet sur elle. La créature n'a pas beaucoup résisté. Elle semblait faible. Il l'a décrite comme étant similaire à la créature que les 3 filles ont vue plus tard ce jour-là. Les soldats ont ensuite placé l'être capturé dans une caisse en bois. Ils ont chargé la caisse sur un camion militaire et sont partis rapidement. C'était la première capture. Un être extraterrestre était maintenant sous la garde de l'armée brésilienne. Ce qui s'est passé ensuite est entouré de secrets. L'armée a immédiatement commencé une dissimulation massive. Ils ont tout nié. Le service d'incendie a reçu l'ordre de garder le silence. Les journaux de bord officiels de ce jour-là contiennent des entrées clairement falsifiées ou manquantes. Pourquoi iraient-ils si loin pour cacher une simple capture d'animal? La réponse est évidente. Ce n'était pas un animal.
Ils avaient capturé un extraterrestre vivant et respirant. La présence de l'armée, le secret, l'effort coordonné, tout cela pointe vers un protocole pour gérer un événement non terrestre. Un protocole qu'ils ne voulaient pas que le public connaisse. Cette première capture a donné le ton pour le reste de la journée. La ville de Varginha était maintenant sous un léger confinement. Des camions militaires étaient en vue partout en ville. Des soldats mettaient en place des barrages routiers et bouclaient des zones. Les résidents ont reçu l'ordre de rester à l'intérieur. L'explication officielle était qu'il s'agissait d'un exercice d'entraînement. Mais les habitants de Varginha savaient en mieux. Ils pouvaient sentir la tension, ils pouvaient entendre les hélicoptères. Ils savaient que quelque chose d'important se passait. L'armée ne s'entraînait pas, ils chassaient. Ils avaient capturé une créature, mais il y en avait une autre encore dehors. Alors, voilà. Alors que la nuit tombait, le 20 janvier, la ville de Varginha restait en état d'alerte maximale. La recherche menée par l'armée n'était pas terminée. Une autre créature courait toujours dans la nature. Elle a été aperçue par plusieurs personnes près d'un hôpital local. À ce moment-là, la panique commençait à se répandre. Les autorités devaient agir vite, mais aussi discrètement. La mission pour capturer ce second être a donc été confiée à la police militaire. Un jeune officier, Marco Elícherez, faisait partie de la patrouille cette nuit-là. Il n'avait que 23 ans. Il était sur le point de vivre une rencontre qui allait lui coûter la vie. Son histoire est l'une des plus tragiques et fascinantes de tout le mystère de Varginha. D'après des témoignages d'autres officiers présents qui ont préféré rester anonymes, c'est le policier Chereze qui a trouvé la seconde créature. Elle se cachait dans une zone boisée. Il pleuvait cette nuit-là. La créature était faible, elle grelottait. Elle semblait blessée. Faisant preuve d'un courage incroyable, le jeune policier s'est approché de l'être. Il n'a pas utilisé de filet ni d'arme. On raconte qu'il a simplement tendu la main et a ramassé la créature à main nue. Il l'a tenue dans ses bras. Il pouvait sentir sa peau huileuse contre la sienne. Il a transporté l'extraterrestre et l'a déposé à l'arrière de sa voiture de police. Ce contact physique, c'était un moment crucial. L'agent Chereze ne portait aucune protection. Il était directement exposé à l'être non terrestre, à sa peau, à ses fluides et à tous les micro-organismes inconnus qu'il pouvait transporter. Est-ce qu'il connaissait les risques qu'il prenait ? Ou bien était-ce simplement un policier courageux, faisant son devoir ? Il a emmené la créature dans une clinique locale. À partir de là, elle a été prise en charge par l'armée, tout comme la première. Les registres officiels de cette nuit-là ne disent rien de cet événement. Il a été effacé de l'histoire. Mais les conséquences de ce contact, elles, ne pouvaient pas être effacées. La seconde capture avait réussi. L'armée possédait désormais 2 spécimens extraterrestres vivants. L'opération passait à la phase suivante, transport et analyse. Des convois de camions militaires ont été aperçus, quittant Varginha tard dans la nuit et dans les jours suivants. Mais où allaient-ils ? Les enquêteurs pensent que les corps, vivants et peut-être morts, ont été emmenés dans un hôpital pour une autopsie, puis à l'université de Campinas, un centre de recherche de pointe. De là, on raconte qu'ils auraient été remis aux autorités américaines. La vérité, en quelque sorte, était emballée et expédiée, loin des regards du monde entier. Mais pour l'agent Chereze, la rencontre était loin d'être terminée. Quelques semaines après la nuit de la capture, l'officier Marco Elícherez est tombé gravement malade. Cela a commencé par une forte douleur au bras et à l'épaule. Il ressentait une douleur profonde et insupportable. Il est allé à l'hôpital. Les médecins ont trouvé un étrange abcès ou une infection sous son aisselle. Ils ont pratiqué une intervention chirurgicale pour l'enlever, mais son état n'a fait qu'empirer. L'infection s'est propagée rapidement dans tout son corps. Ses organes ont commencé à défaillir. Les médecins étaient perplexes. Ils n'avaient jamais vu une infection aussi agressive et aussi résistante aux antibiotiques. Qu'est-ce qui attaquait cette jeune officier de police en bonne santé de l'intérieur ? Sa famille raconte qu'à l'hôpital, il a parlé de sa rencontre. Il leur a dit qu'il avait capturé une étrange créature. Il a dit qu'il croyait que sa maladie était liée à ce contact. L'armée, cependant, a exercé une pression immense sur la famille et le personnel de l'hôpital. On leur a dit de ne pas en parler. L'histoire officielle était qu'il avait une infection commune. Mais les médecins savaient que ce n'était pas une infection commune. L'un des médecins a confié plus tard aux enquêteurs que la cause du décès était une infection généralisée, mais que la véritable source était inconnue. C'était un mystère médical. Le 15 février 1996, moins d'un mois après son acte héroïque, l'officier Marco Elícherez est décédé. Il n'avait que 23 ans. Son certificat de décès indique la septicémie,
une infection sanguine, comme cause. Mais les ufologues et sa famille croient que la véritable cause était une bactérie extraterrestre. Ils croient qu'il a contracté un virus ou un micro-organisme fatal lorsqu'il a touché la peau huileuse de l'alien à mains nues. Est-il possible que notre biologie soit sans défense contre les agents pathogènes d'un autre monde? La mort tragique de Marco Cherez suggère que c'est une réalité terrifiante. Il est un martyr de l'ufologie, un héros qui est mort pour une vérité qui est toujours niée. L'armée a constamment nié que l'officier Cherez ait eu une quelconque implication dans la capture d'un alien. Ils affirment qu'il n'était même pas en service cette nuit-là. Ils affirment que sa mort était un incident médical tragique, mais sans rapport. Mais sa famille connaît la vérité. Sa sœur s'est exprimée publiquement pendant des années, exigeant que l'armée reconnaisse son rôle et la véritable cause de sa mort. Son histoire est une pièce puissante et déchirante du puzzle de Varginha. Elle transforme l'incident d'un conte étrange en une tragédie humaine. C'est la preuve ultime que les événements de janvier 1996 étaient réels et mortels. Face à l'attention médiatique croissante et à la peur du public, l'armée brésilienne a finalement publié une explication officielle. Leur histoire, cependant, semble plus fantastique que l'idée d'une visite extraterrestre. Ils ont affirmé que toute la série d'événements n'était qu'une suite de coïncidences bizarres. Ils ont nié tout crash d'OVNI. Ils ont nié toute capture d'extraterrestres. Selon leur enquête officielle, qui n'a été rendue publique que de nombreuses années plus tard, la créature vue par les 3 jeunes femmes n'était pas un extraterrestre. Ils ont affirmé qu'il s'agissait d'un sans-abri local bien connu, mentalement et physiquement handicapé. Son surnom était Mudinho. Cette explication est profondément imparfaite. Mudinho était un être humain. Les filles qui ont vu la créature étaient catégoriques sur le fait que ce n'était pas un humain. Elles ont décrit une grande tête, des yeux rouges et une peau brune et huileuse. Mudinho n'avait pas ces caractéristiques. On le voyait souvent accroupi, ce qui est la seule similitude. Est-il plausible que 3 jeunes femmes terrifiées puissent confondre un homme local qu'elles avaient probablement déjà vu avec un monstre cornu aux yeux rouges? Les témoins trouvent cette explication insultante. Elles rejettent leur expérience terrifiante comme une simple erreur. C'est une tactique classique de démystification, conçue pour faire paraître les témoins peu fiables. Qu'en est-il de la présence militaire massive? Les camions de l'armée, les barrages routiers, les soldats partout en ville. Le rapport officiel explique cela comme étant routinier. Ils ont affirmé que certains véhicules étaient transportés vers un atelier local pour un entretien standard. Ils ont dit que l'activité accrue faisait simplement partie d'un programme normal. Pouvons-nous croire qu'une opération de routine s'est déroulée exactement le jour où des centaines de personnes signalaient des extraterrestres et des ovnis? Cela étire la définition de la coïncidence jusqu'à son point de rupture. C'est une excuse commode pour expliquer le fait indéniable que l'armée menait une opération à grande échelle à Varginha. Les autres observations ont également été expliquées. La créature capturée par le service d'incendie, ils ont dit que c'était juste un animal étrange, peut-être un chien errant. Les êtres vus à l'hôpital. L'histoire officielle est qu'il s'agissait d'un couple de nains attendant d'être vus par un médecin. Chaque preuve, chaque témoignage de témoin a été rencontré par une explication banale et souvent incroyable. C'est un cas d'école d'un gouvernement essayant de créer un récit pour calmer le public et cacher une vérité choquante. Mais quand on considère toutes les coïncidences ensemble, l'histoire officielle devient l'explication la moins crédible de toutes. La seule conclusion logique est qu'il s'agissait d'une dissimulation. L'histoire officielle n'était que la façade publique de la dissimulation. En coulisses, une campagne plus sinistre était en cours. Son objectif était de faire taire quiconque en savait trop. De nombreux témoins qui ont raconté leurs histoires ont ensuite été visités par des hommes en civil. Ces hommes se sont identifiés comme des agents du gouvernement. Ils ont dit aux témoins d'arrêter de parler à la presse et aux enquêteurs. Certains se sont vus offrir de l'argent pour acheter leur silence. Un témoin se serait vu offrir une somme d'argent importante pour nier publiquement ce qu'il avait vu. Il a refusé. Ce n'étaient pas des demandes amicales, c'étaient des menaces. La pression était intense. L'ufologue Vittorio Paccaccini, l'un des principaux enquêteurs sur l'affaire, a rapporté avoir reçu des menaces de mort. Il a été suivi. Son téléphone a été mis sur écoute. Il a senti que sa vie était en danger. L'intimidation est devenue si grave qu'il a finalement fui le Brésil et s'est exilé en Italie pour sa propre sécurité. Pourquoi le gouvernement irait-il si loin pour harceler un enquêteur civil?
Quel secret cherchait-il désespérément à protéger? La réponse est claire. Il protégeait le plus grand secret de l'histoire humaine, la réalité de la visite extraterrestre. Le personnel militaire et hospitalier a également été réduit au silence. Les médecins, les infirmières et les soldats qui ont participé à la capture, au transport et à l'examen des créatures ont reçu l'ordre de ne jamais en parler. Ils ont été contraints de signer des accords de non-divulgation. Ils ont été avertis que s'ils parlaient, ils feraient face à de graves conséquences, notamment la perte de leur emploi, de leur pension ou même des peines de prison. Ce mur de silence a été incroyablement efficace. Encore aujourd'hui, de nombreux acteurs clés ont trop peur de parler publiquement. Mais certains ont parlé anonymement, confirmant l'incroyable histoire des extraterrestres capturés. Cette campagne d'intimidation est, peut-être, la preuve la plus solide que l'incident de Varginha était réel. Les gouvernements ne lancent pas des campagnes massives de plusieurs années de silence et de menaces pour une observation erronée d'un sans-abri. Ils n'intimident pas les témoins et les enquêteurs pour un mouvement de troupes de routine. Ils font ces choses lorsqu'un secret d'une importance monumentale est en jeu. La peur dans les yeux des témoins ne venait pas seulement de la vue d'un extraterrestre. Elle venait des agents humains qui sont venus plus tard. La dissimulation à Varginha ne fait pas partie de l'histoire, c'est l'histoire. Elle prouve que quelque chose d'incroyable s'est produit, quelque chose qu'ils veulent que nous oublions. Aujourd'hui, la ville de Varginha vit avec son étrange héritage. L'incident fait partie de son identité. Il est impossible de visiter la ville sans voir des rappels des événements de 1996. Le monument le plus célèbre est un grand château d'eau, construit en forme de soucoupe volante. Il se dresse comme un hommage au jour où l'univers est venu nous rendre visite. Les arrêts de bus sont conçus pour ressembler à des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Des statues et des fresques de l'étrange créature aux yeux rouges se trouvent dans toute la ville. Varginha est devenu pour le Brésil ce que Roswell est pour les États-Unis, un lieu de pèlerinage pour les croyants et les curieux. La ville a embrassé sa célébrité ovni pour le tourisme, mais pour les personnes qui l'ont vécu, le souvenir est très réel. Les témoins, maintenant adultes, maintiennent toujours leurs histoires. La famille de Marco Cherez se bat toujours pour la justice pour son héros tombé. Le mystère fait partie de la culture locale, une histoire racontée aux enfants et petits-enfants. Alors que le gouvernement reste silencieux, les habitants de Varginha maintiennent la mémoire vivante. Ils savent ce qu'ils ont vu. Ils savent que l'armée était là. Ils savent que pendant un bref instant, leur petite ville a été le centre du monde, pour des raisons qui n'étaient pas de ce monde. En septembre 2025, la ville a dévoilé une nouvelle statue massive de l'alien. Elle mesure 4 mètres de haut et sert de bienvenue officielle à la capitale brésilienne des ovnis. Cet acte montre à quel point l'histoire est profondément tissée dans le tissu de la communauté. Alors que les fonctionnaires de la capitale Brasilia peuvent le nier, le gouvernement local de Varginha a officieusement reconnu l'incident. Ils ne disent pas que c'est vrai, mais ils célèbrent le mystère. Ils invitent le monde à venir apprendre l'histoire, à examiner les preuves et à décider par lui-même. Que s'est-il réellement passé à Varginha en janvier 1996 ? S'agissait-il d'une série de malentendus, comme le prétend le rapport officiel ? Ou s'agissait-il d'une véritable rencontre avec des êtres d'un autre système stellaire ? Après presque 30 ans, nous n'avons aucune preuve définitive. Nous n'avons pas de morceaux de vaisseau spatial, pas de corps d'extraterrestres, pas de photographies claires. Tout ce que nous avons, ce sont les témoignages puissants et cohérents de dizaines de témoins, la mort tragique d'un policier et la preuve d'une dissimulation massive. Le mystère de Varginha perdure, un rappel constant que la vérité est là-bas, et parfois, elle atterrit dans notre propre jardin.